portera sur le thème suivant, l'eurasisme face au libéralisme. Et alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'a semblé qu'il était nécessaire de rappeler quelques généralités concernant le rôle que joue la Russie dans notre histoire immédiate, même si je pense qu'elle n'a pas vraiment de mystère pour la plupart d'entre vous. Ce qu'il faut souligner, c'est que la Russie intrigue de nos jours, elle ne laisse personne indifférent. En effet, pour certains, le réveil de sa conscience impériale tendrait à être une source d'inspiration pour les Européens, les Français en particulier, qui souhaitent un modèle différent de la démocratie libérale libertaire, et pour d'autres, Poutine incarne un mondialisme, un simple mondialisme alternatif à celui de l'OTAN. Néanmoins, c'est dans cette Russie-là, donc c'est pas la question qu'on va essayer de régler ce soir, mais il faut bien comprendre que c'est dans cette Russie-là, dans ce contexte particulier, que va naître, ou renaître plutôt, l'eurasisme. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que si la question du libéralisme se pose aujourd'hui en Europe de l'Ouest, à cause d'une énième crise systémique de ce système libéral, elle se pose également en Russie, qui n'a connu sa renaissance qu'après quelques années terribles d'ultra-libéralisation pendant la période Yeltsin qui a suivi la chute de l'URSS, et que donc cette question-là se pose là-bas également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie actuelle fait mentir Francis Fukuyama, qui prédisait la fin de l'histoire suite à la victoire de l'Amérique lors de la guerre froide, puisque la puissance russe, menée par Vladimir Poutine, et notamment depuis 2008 et l'intervention en Géorgie, semble suivre une voie géopolitique qui lui est propre, et cette voie semble inspirée par, en partie, l'eurasisme renouvelé par Alexandre Douguine. Alors, néanmoins, ces réorientations profondes qui font qu'aujourd'hui la Russie résiste aux atlantistes tant en Europe de l'Est qu'au Moyen-Orient, ne doit pas pour autant nous conduire à mélanger la réelle politique menée par Douguine et l'eurasisme en lui-même. Le dernier inspire le premier. Néanmoins, Alexandre Douguine le souligne lui-même. Poutine n'a pas fait sortir la Russie du libéralisme. On pourra en discuter tout à l'heure si ça vous intéresse. Et Douguine le souligne lui-même dans beaucoup d'entretiens. L'eurasisme va plus loin que ce que fait Vladimir Poutine actuellement. Alors cette présentation s'articulera en 3 temps. Une première partie sera consacrée à présenter généralement l'eurasisme et Alexandre Douguine. Puis elle sera suivie de 2 parties un peu plus conséquentes. L'une s'intéressera à la lecture eurasiste du libéralisme, puisqu'il faut connaître son ennemi d'une certaine manière avant de le combattre. Et dans une 3e partie, nous constaterons que les fondements du modèle proposé par l'eurasisme sont intrinsèquement antilibéraux. Et donc, premièrement, qu'est-ce que l'eurasisme ? C'est une idéologie qui était développée dans les années 20 par des intellectuels russes de l'émigration, c'est-à-dire qui avaient fui la révolution bolchevique. Alors parmi eux, il y avait Savitsky, Alexeïev ou encore Troubetskoy, qui est un linguiste assez connu. Et donc, la spécificité de ces intellectuels, c'est qu'ils affirmaient que l'identité russe avait ça de particulier qu'elle était le fruit de la rencontre entre des éléments slaves et des éléments turco-musulmans. Ainsi, l'eurasisme postule que la Russie constituerait un 3e continent entre l'Asie d'esprit traditionnel et l'Occident, donc l'Amérique plus l'Europe de l'Ouest, l'Occident décadent, puisque matérialiste, puisque libéral. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet eurasisme est avant tout géopolitique. Le sujet principal de l'eurasisme se situe au niveau géopolitique. Et cet eurasisme va renaître dans les années 90 sous l'impulsion d'Alexandre Douguine. Donc, pour faire d'ailleurs cette présentation, nous sommes appuyés sur cet ouvrage, La 4e théorie politique, qu'on fera circuler tout à l'heure si ça vous intéresse. Et donc, c'est une réaction, ce retour de l'eurasisme, à la chute de l'URSS. C'est une idéologie qui aujourd'hui est assez répandue, donc en Russie évidemment,
dans sa sphère d'influence immédiate, donc notamment les anciens pays du bloc soviétique, ainsi qu'en Turquie et en Iran, dans une moindre mesure en Europe et dans des milieux restreints. Elle est aussi étudiée de très près aux États-Unis, pour des questions stratégiques qu'on imagine bien. Alors, ce que Dugin apporte de nouveau dans l'eurasisme au niveau géopolitique, c'est qu'il fait sienne la théorie du géopoliticien John Mackinder, et théorie qu'il élève au rang d'explication de l'histoire. En fait, selon cette vision de l'histoire, l'histoire du monde est dynamisée par un affrontement permanent entre deux types de civilisations, les thalassocraties d'un côté et les tellurocraties. La thalassocratie, qui aujourd'hui est incarnée par l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique plus l'Europe de l'Ouest qui est un peu sous son contrôle, est d'esprit anglo-saxon, protestant, capitaliste et libéral. Et à l'inverse, la tellurocratie, donc la terre mondiale, comme le dit Dugin, est d'esprit plus traditionnel, russe-eurasienne, orthodoxe et musulmane. Et donc, l'eurasisme prétend lutter contre l'atlantisme. Et il ne s'agit pas simplement d'un affrontement géopolitique, faire triompher un bloc sur un autre bloc, mais de faire triompher un projet de civilisation contre un autre projet de civilisation qui est finalement le projet de non-civilisation occidentale. Donc, ceci étant posé, intéressons-nous rapidement à la personne d'Alexandre Dugin. Alors, je ne vais pas être exhaustif, je vous renvoie à sa notice Métapédia qui est assez fournie, c'est intéressant d'ailleurs. Donc, Alexandre Dugin est un philosophe et un géopoliticien russe qui est né à Moscou en 1962, il est d'une famille de militaires. C'est un patriote passionné, et c'est aussi un fidèle de la religion orthodoxe dans une branche traditionnaliste qui est celle des vieux croyants. Il est polyglotte, parle pas moins de 9 langues. La plupart de ses interventions en France se font en français, ce qui est assez pratique pour aborder le sujet. Il est diplômé en histoire de la science et en sciences politiques, et c'est aujourd'hui l'un des intellectuels les plus influents de la Russie contemporaine. Donc, dans ses années de formation, dans les années 70, il avait intégré un cercle d'études d'intellectuels moscovites traditionnalistes, enfin pérennialistes, c'est-à-dire à la manière de Raymond Guénon, Julius Evola, et hostile tant au communisme qu'à l'Occident libéral. Donc, au cours de ses jeunes années de formation dans ce cercle-là, il va traduire notamment donc, du Julius Evola, mais aussi du René Guénon ou du Ernst Jünger, et en fait, il va en retirer une vision du monde qui est centrée sur la tradition au sens évolien du terme. Donc ça a beaucoup marqué sa pensée, et ça se ressent évidemment dans ses écrits. Son parcours politique ensuite va passer par différents mouvements, donc plutôt nationalistes, comme PAMIAT de 1987 à 1989. Donc PAMIAT, c'est un parti donc nationaliste qui ça signifie PAMIAT mémoire, il me semble. Et puis ensuite, entre 1993 et 1998, il intégrera le Parti national bolchevique en tant qu'idéologue. Alors, le national-bolchevisme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile à concevoir de notre point de vue, mais ça ne pouvait arriver qu'en Russie, quelque part. En 1988, il écrit son premier ouvrage, Les mystères de l'Eurasie, et à partir de 1990, il va rencontrer beaucoup d'intellectuels de la mouvance néo-droitiste européenne, donc Alain de Benoît évidemment. Il va participer à plusieurs colloques du Grèce, mais il rencontrera aussi également Robert Stuckers et Jean Thiriart. Alors Robert Stuckers d'ailleurs, qui était aux rencontres eurasistes en octobre dernier à Bruxelles, les vidéos sont disponibles sur le net, je vous encourage vraiment à, si vous souhaitez compléter ce qu'on va dire ce soir, à aller voir notamment cette intervention-là, qui montre, j'allais dire, les lignes de fond historiques qui lient les différentes parties de l'Eurasie finalement. C'est assez intéressant. Alors, après la chute de l'URSS, Dugin s'oppose au régime pro-occidental et ultralibéral de Boris Yeltsin. Donc il s'enthousiasme pour le national-bolchevisme de Limonov, et qui est né en fait en réaction au cataclysme social qui a été l'ère Yeltsin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soutenu par des milieux capitalistes russes et occidentaux, dès 1992, il a lancé un programme de réforme ultralibéral dont les conséquences furent absolument catastrophiques pour le peuple russe. Le vice-président de l'époque, Alexandre Routskoï, a même parlé de génocide économique. Recul du niveau de vie, recul de l'espérance de vie, montée de l'alcoolisme, enfin bref,
de diverses maladies qu'on n'avait pas revues depuis des années. Enfin, ça a été vraiment terrible. Le choc a été... parce que le communisme, en fait, c'était certes quelque chose qui n'était sans doute pas facile à vivre, mais d'un autre côté, il y avait un filet étatique. Là, même le filet étatique, au niveau des soins, avait disparu. Enfin, ça a été une horreur. Il participe même à la crise constitutionnelle russe de 1993, où il va payer de sa personne. Alors, je vous renvoie encore à la notice Metapédia, où c'est un peu mieux expliqué. En gros, c'est un affrontement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de Yeltsin. Et donc, évidemment, Dugin et Limonov se sont opposés à Yeltsin. Donc, il quitte le PNB, donc le Parti national bolchevique, pardon, en 1998, et va suivre sa propre voie, celle de l'eurasisme. Il va élever l'eurasisme à une vision du monde, à un système de représentation complet, et va même parvenir à l'instiller, s'adresser, communiquer cette idéologie aux élites politiques et intellectuelles russes. Il va réussir à former un think tank performant, donc son mouvement Eurasia, qui est devenu un parti politique en 2002. Et donc, il occupa aussi, donc, en 98 et 99, des postes consultatif auprès de la Douma, le Parlement russe. Donc vraiment, en termes géopolitiques, c'est quelqu'un qui a été très écouté, qui est sans doute encore très écouté. Et donc, dès 2000, donc l'arrivée de Poutine au pouvoir, il soutient ce dernier et tente d'orienter sa politique d'un point de vue eurasiste. Donc, avant de passer à la deuxième partie, il faut noter que Dugin et l'eurasisme ont une influence qui n'est pas négligeable en Russie. L'eurasisme a séduit une importante partie de l'intelligentsia russe. Vladimir Poutine lui-même, dans un discours, a déclaré, je cite, « La Russie a toujours été un État eurasien ». Sa particularité à Dugin, c'est qu'il privilégie la métapolitique. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenter de diffuser ses idées par les voies, les canaux, on va dire, communs de la politique politicienne, mais plutôt en faisant un travail de think tank ou en diffusant ses idées par le bas. Donc ça ne veut pas dire que Eurasien ne participe pas à des élections, mais ce n'est pas l'objectif premier du mouvement. C'est vraiment de diffuser des idées pour orienter la marche des événements et la marche des décisions politiques. Donc on va s'intéresser maintenant à la lecture eurasiste du libéralisme, en quoi elle a des côtés très classiques, c'est-à-dire que la critique du libéralisme a été faite par d'innombrables familles politiques, et on retrouve des éléments de cette critique dans l'eurasisme, mais Dugin apporte quelque chose de nouveau, nous allons le voir. Et alors, pour commencer un premier point dans cette seconde partie, je vais citer donc Alexandre Dugin, sauf mention du contraire, quand je citerai quelque chose, ce sera Dugin, à partir de maintenant. Donc je cite, « Il ne s'agit pas d'un dogme, pas plus que d'un système fini, d'un projet déjà prêt. Il s'agit d'une invitation à la création politique, à l'exposé des intuitions et des conjectures, à l'analyse des nouvelles conditions. Il s'agit enfin d'une tentative de réinterprétation du passé. » Donc, on le voit, l'eurasisme prétend à créer une nouvelle lecture des événements de l'histoire récente, donc en fait de l'histoire contemporaine qui commence au milieu du XVIIIe siècle, et notamment à la fin du XVIIIe siècle avec le 1789. Et en fait, Dugin propose une nouvelle lecture de l'histoire qui devrait permettre, en analysant les trois premières théories politiques, d'en fonder une quatrième plus apte à lutter contre le libéralisme. Donc, il distingue trois théories politiques, donc le libéralisme, le communisme, ou le socialo-communisme, et toutes les théories politiques de troisième voie, donc le fascisme, mais aussi le monarchisme, le traditionnalisme, etc. Pour lui, en fait, l'histoire contemporaine, c'est l'histoire de l'affrontement entre ces trois théories politiques qui vont se disputer la légitimité de l'héritage des Lumières. Et donc, première théorie politique, le libéralisme, qui est donc cette première théorie politique, en tant que la plus ancienne, puisqu'elle est née au XVIIIe siècle, et c'est la première idéologie à naître de la modernité intellectuelle. Donc le libéralisme, on va rappeler rapidement ce que c'est, on en a déjà parlé, c'est une idéologie qui donne le primat à la liberté individuelle dans tous les domaines de la vie sociale, donc domaine politique, domaine économique, domaine sociétal. C'est une idéologie qui est totalitaire et totalisante, on ne peut pas avoir
de libéralisme économique sans libéralisme politique, ni de libéralisme économique sans libéralisme sociétal. C'est vraiment quelque chose qui a pour... comment dire, le libéralisme a pour but de s'imposer partout. C'est ce que dit Vincent Vauquelin, le chef de la dissidence française, c'est que la subversion morale précède toujours le règne du capital. Et donc, elle a mené une guerre, ce libéralisme a mené une guerre sans merci à ses rivaux, en proposant en essayant de monopoliser, comment dire, la création de la future société, en fait. La deuxième théorie politique est donc le communisme, que Dugin interprète comme une réaction à l'établissement du système bourgeois capitaliste, dont le libéralisme était l'expression idéologique. Et enfin, donc, le fascisme. Alors, le fascisme et plus généralement les théories politiques de troisième voie sont des théories qui sont ambiguës puisqu'elles prétendent à leur propre interprétation de l'esprit moderne. Alors pour la plupart, évidemment, il y en a qui sont en complète rupture avec la modernité, c'est un peu la limite de l'analyse de Dugin. Mais d'un autre côté, ils s'adressaient à des symboles de société traditionnels. Cette troisième théorie politique a été vaincue par l'alliance des deux premières lors de la Seconde Guerre mondiale, et ces deux premières théories politiques ensuite se sont affrontées au cours de la guerre froide, et finalement le libéralisme l'a emporté. Donc pour Dugin, le libéralisme a prouvé le bien fondé de sa prétention à être le plus digne héritier des Lumières et donc de la modernité. Ainsi donc écrit-il, je cite, voilà. Le libéralisme a mené une lutte opiniâtre contre ses ennemis politiques, proposant des recettes alternatives. Le conservatisme, le monarchisme, le traditionnalisme, le fascisme, le socialisme, le communisme, avant de tous les vaincre finalement à la sortie du XXe siècle. Donc, les trois premières théories politiques, toutes issues des Lumières, enfin de ces trois théories politiques, pardon, c'est la première qui l'a emporté. Cependant, Dugin remarque un paradoxe, c'est que quand bien même cette idéologie libérale l'a emportée et a triomphé, c'est au moment où elle triomphe qu'on a commencé à parler de fin des idéologies. Quelles en sont les raisons? Ce sera notre deuxième point de cette partie. La raison, c'est le passage de la modernité, c'est-à-dire de 1789 jusqu'à, disons, 1945, à la post-modernité. Dugin observe que, paradoxalement, la victoire du libéralisme a coïncidé avec sa fin. Il faut bien comprendre que le libéralisme, à l'origine, est aussi dogmatique que le communisme. Je le cite encore une fois. Le libéralisme s'est opposé d'un point de vue idéologique au marxisme et au fascisme en leur menant une guerre non seulement technologique pour la survie, donc là c'est le complexe militaro-industriel américain qui se déchaîne au cours de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, mais en défendant le monopole du droit à la formation du modèle futur. Donc il y a eu une guerre d'idées. Mais cette guerre d'idées se termine avec la victoire du libéralisme. En fait, ce que souligne Dugin, c'est que du temps où il n'avait pas encore emporté la victoire, les sociétés pouvaient proposer d'autres acteurs centraux de leur vie. Pour le libéralisme, l'acteur central de l'histoire, c'est l'individu. Pour le communisme, c'était la classe. Pour le fascisme, c'était l'État. Pour le nationalisme intégral de Maurras, par exemple, c'est la nation. Et oui, bon, c'est à peu près tout. Hein. C'est les grands acteurs de l'histoire contemporaine. Et après la victoire du libéralisme, Dugin remarque, je cite, « L'individu est devenu le sujet normatif à l'échelle de toute l'humanité. » Je cite, « Quand le libéralisme, position idéologique, devient le seul contenu de l'existence sociale et technologique présent, il ne s'agit déjà plus d'une idéologie, il s'agit d'un fait existant, il s'agit de l'ordre des choses, objectif. Il n'est pas simplement difficile, mais absurde de contester. » Le libéralisme, à l'époque du postmoderne, passe de la sphère du sujet à la sphère de l'objet. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le libéralisme n'a même plus besoin d'exister par les idées, il entre dans la chair du social et il devient évident en fait pour les individus. Les individus n'agissent pas en ayant conscience qu'ils se conforment à une idéologie, ils agissent comme si c'était naturel. Ce qui explique aussi les réactions, par exemple, mettons les socialistes par rapport à la PMA, la GPA, etc. C'est quelque chose qu'en tant que socialiste,
il devrait abhorrer, puisque c'est la marchandisation du corps de la femme et la marchandisation des enfants. Mais d'un autre côté, ça participe également d'une extension infinie de la liberté. Et donc, c'est absolument... Il est plus tolérable de voir des enfants vendus que d'aller à l'encontre de cette expansion des libertés. Et c'est ça la postmodernité. La postmodernité, donc ce sera notre deuxième point, est le stade paroxystique de la modernité. C'est le moment où l'homme, donc je cite, commence à se libérer de lui-même dans la mesure où il était à lui-même un obstacle. C'est-à-dire que même les limites physiques de l'être humain deviennent insupportables tant la liberté est sacralisée. Alors, liberté qui, évidemment, alors on a eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises, n'est jamais très précisée, c'est toujours une liberté abstraite. Donc je poursuis la citation. Premièrement, l'individu n'apparaît plus comme la mesure des choses au profit du post-individu, la combinaison d'organes, ses clones, ses simulacres, voire même des cyborgs et ses mutants. Donc là, je renvoie au transhumanisme, à Lucien Cerise, etc., aux questions génétiques, on est en plein dedans. Deuxième chose, la propriété privée est déifiée, elle se transcendentalise et se transforme de ce que la personne possède en ce qui possède la personne elle-même. Donc là, sans commentaire, ça parle de soi-même, hein, c'est ce qu'on connaît comme consumérisme, par exemple. L'égalité, troisièmement, des possibilités se transforme en égalité de la contemplation des possibilités. Là, il emprunte ça à la société du spectacle de Guy Debord, c'est-à-dire que les gens sont tellement atomisés, c'est-à-dire réduits à l'état d'atomes individuels, qu'ils vivent leur vie par procuration. Dans le même ordre d'idées, la foi en le caractère contractuel de toutes les institutions politiques et sociales se transforme en une assimilation du réel au virtuel. Le monde devient une maquette technique. Donc ça veut dire que, à ne voir les choses que par le prisme libéral du contrat social rousseauiste, tout devient convention, donc tout est renégociable, donc le réel n'existe pas. Tout peut être remis en cause, rien n'est vrai, tout est permis, et c'est ce qui permet aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse discuter de toutes les questions du gender, qui en fait est une négation de la réalité biologique, mais puisque tout n'est que contrat social, finalement, même l'identité sexuée, qui, dans la majorité des cas, est en corrélation avec la sexualité biologique, même cela, on le remet en question. Dans le même ordre d'idées, toutes les formes extra-individuelles de l'autorité en général disparaissent. Bon, ça n'a pas de commentaire, ça parle de soi-même. Le principe de la division des pouvoirs en idée de référendum, devient l'idée de référendum électronique permanent. La société civile remplace entièrement par elle-même l'État et se transforme en un melting pot cosmopolite mondial. Là non plus, là pareil, ça parle de soi-même. Et enfin, on passe de la thèse l'économie et le destin, donc ça c'est la thèse du libéralisme à l'ancienne, qu'on trouve chez Adam Smith ou Turgot, à la thèse le code numérique et le destin, puisque tout devient virtuel. Donc, maintenant qu'on a présenté la postmodernité, il faut comprendre que cette postmodernité induit une transformation du libéralisme, on en a déjà un petit peu parlé, vers le post-libéralisme. Donc cette ère postmoderne commence avec la globalisation, la mondialisation et le règne de l'individu en tant que donnée générale obligatoire, on l'a déjà dit. L'idéologie des droits de l'homme devient elle aussi exclusive. Et donc, citons encore une fois Dugin, l'humanité composée d'individus tend naturellement vers l'universalité, devient globale et unifiée, ainsi naît le projet d'État mondial et de gouvernement mondial. Donc évidemment, le développement technologique permet à l'individu, pas forcément pour son bien, de s'émanciper des solidarités traditionnelles, mais aussi des solidarités qui étaient nées en compensation pendant la société industrielle, notamment les classes sociales. Et donc, chose qui est intéressante, en fait, les valeurs du rationalisme, du positivisme et du scientisme, qui au cours de la première phase de l'histoire du libéralisme avaient été les principaux soutiens philosophiques de cette idéologie, se voient elles-mêmes critiquées. Pourquoi ? Puisque la liberté totale est en expansion constante, est magnifiée et sacralisée. Ce qui fait qu'en fait, tout facteur inhibant est rejeté. La morale, l'identité sociale, ethnique, nationale et sexuée, mais aussi la raison. C'est-à-dire que même la science et la raison positive matérialiste, qui était vraiment caractéristique
de la première phase du libéralisme deviennent insupportables et donc il faut s'en émanciper. Ce qui fait aussi qu'il y a chez certains libéraux conservateurs une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont encore sur le logiciel d'avant. C'est-à-dire qu'ils disent oui mais là ça va trop loin, alors qu'en réalité le libéralisme ne va jamais trop loin. Sa fonction est d'aller toujours plus loin, d'être en expansion, et là il entre dans une phase où il ne s'arrêtera plus. En fait, le libéralisme, porté par sa propre dynamique, se libère en quelque sorte de lui-même. Donc je cite, « À cette étape, le libéralisme cesse d'être la première théorie politique, mais devient la seule pratique post-politique. Il n'est plus simple théorie, mais devient une pratique exclusive. Et donc là, on atteint la fameuse fin de l'histoire. La politique est remplacée par l'économie, de la notion de monde post-politique. Et, je recite, « Vainqueur, le libéralisme disparaît, il ne comporte plus de dimension politique, il n'apparaît pas comme une question de libre choix, mais devient une sorte de destin. » Alors, on ne peut pas y échapper. Et c'est aussi... il faut prendre acte du fait que c'est tellement ancré que pour la plupart des personnes, ça devient évident. On n'agit plus en suivant l'idéologie libérale, on agit tout simplement. Même si ça revient au même, et finalement les gens ne s'en rendent pas compte. Ce changement du libéralisme vers le post-libéralisme, en fait, s'accompagne d'un repli politique, c'est-à-dire que le politique, donc la gestion des problèmes de la cité, recule en faveur de la politique, c'est-à-dire le spectacle politicien, et d'un autre côté, en faveur de l'économie. Et en fait, voilà, c'est le libéralisme qui atteint son objectif, puisque faire reculer l'État au profit du marché était son principal objectif. Donc, nous l'avons déjà dit, le libéralisme est rentré dans la chair du social. Et donc, Dugin, fort de ce constat, affirme qu'il est nécessaire pour les anti-libéraux de réactualiser leurs idéologies pour répondre à cette évolution du libéralisme. Il part du principe que les anciennes idéologies ont échoué et que donc il faut travailler à la conception d'une nouvelle idéologie plus apte à affronter le libéralisme dans la nature qu'il vient d'acquérir. Par conséquent, la lutte ne se situe plus seulement au niveau politique, bien qu'elle se situe toujours au niveau politique, évidemment, mais également subpolitique. D'où la nécessité, je cite, de faire preuve d'imagination, de saisir les réalités du nouveau monde global, de déchiffrer correctement les défis du monde postmoderne et de créer quelque chose de nouveau au-delà des affrontements politiques des 19e et 20e siècles. En résumé, l'eurasisme produit, à l'image de toutes les théories politiques alternatives au libéralisme, une critique de ce dernier. Cette analyse eurasiste du libéralisme a pour qualité de prendre acte d'une évolution récente de cette idéologie, qui n'est plus ce qu'elle était sous la plume des auteurs classiques ou néoclassiques, mais une non-civilisation à part entière, de plus en plus ancrée dans les esprits. Ce constat tendrait à encourager les antilibéraux à porter la lutte non plus seulement sur le terrain des idées, mais dans la vie quotidienne concrète. Donc, évidemment, une fois qu'on a fait l'autopsie du libéralisme, il reste à l'eurasiste à proposer quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais qui est reformulé, on va le voir, et proposer donc un modèle qui sera radicalement antilibéral dans ses principes fondateurs, dans sa manière de voir le monde. Donc je vais citer Dugin une nouvelle fois. La quatrième théorie politique se conçoit donc comme une alternative au post-libéralisme, non pas comme une position par rapport à une autre, mais comme idée opposée à la matière, comme un possible entrant en conflit avec le réel, comme un réel n'existant pas mais attaquant déjà le réel. Alors, ça paraît un peu obscur. En fait, le réel, aujourd'hui, c'est le libéralisme. C'est ça, on vit dedans, on baigne dedans. Et l'eurasisme doit avoir cette action corrosive sur ce réel-là et s'imposer à lui. Et s'y substituer en dernière instance. Donc, pour cette troisième partie, tous les principes sont résumés évidemment dans l'ouvrage de Dugin. On ne va pas évidemment avoir le temps d'être exhaustif sur ces principes. Je me suis focalisé sur ceux qui vraiment étaient les plus parlants. Alors, premièrement, l'eurasisme est un traditionnalisme. Dans la mesure où le postulat de l'eurasisme est anti-occidentaliste et anti-moderne, il est nécessairement antilibéral et donc traditionnaliste, puisque le libéralisme et le capitalisme sont révolutionnaires. Ils détruisent tout ce qui fait obstacle au marché, donc les traditions en font partie, les solidarités organiques, etc.
Donc, quand on dit anti-occidentalisme, il faut bien comprendre que l'on n'entend pas Occident dans un sens géographique. Dugin n'est pas contre l'Europe, il est contre l'Occident, qui est pour lui en fait le monde atlantiste, les États-Unis, l'OTAN, et évidemment le sous-marin de l'OTAN en Europe, qui est l'Union européenne. Et donc, il n'est pas anti-européen, bien au contraire, et là je vais citer un entretien qu'il a eu avec les non-alignés. Votre lutte contre l'impérialisme américain doit être faite pour vous-même européens. Donc revenons au traditionnalisme. Donc on va voir en fait une dimension particulière à l'eurasisme, qui est aussi une dimension eschatologique, religieuse, spirituelle. Je cite: ainsi, la quatrième politique peut de plein droit s'adresser à ce qui a précédé la modernité et y puiser son inspiration. Ainsi, la théologie est de retour, elle devient l'élément le plus important de la quatrième théorie politique. Or, quand elle revient, le postmoderne, la mondialisation, le post-libéralisme, la société post-industrielle s'identifient alors facilement au règne de l'antéchrist. Donc en fait, la lutte antilibérale est une lutte contre un monde qui est satanique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un monde d'inversion des valeurs. Et évidemment de destruction de de tous les principes supérieurs qui régissaient les sociétés traditionnelles. Donc face au monde postmoderne, Dugin affirme que, je cite, les conservateurs doivent prendre la tête de la révolution. Il constate, comme tous les traditionalistes avant lui, qu'un processus de dégradation est à l'œuvre dans le monde, et que le postmoderne est le pic de cette dégénérescence. Seulement, il établit ici une critique d'un certain logiciel traditionnaliste et réactionnaire qui a tendance à idéaliser le passé comme un âge d'or. Et lui, il explique que il utilise une image qui me plaît assez. En fait, il dit il ne faut pas opposer, enfin, il ne sert à rien d'opposer l'homme atteint de la toux à l'homme mourant. Il ne sert à rien d'aller voir quelqu'un en train de mourir et de lui expliquer combien il allait bien avant de tomber malade. En fait, si le monde est en train de sombrer dans la décadence, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi parce que dans le passé, il y avait les germes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, il cite Arthur Müller van der Broek, un des meneurs de la révolution conservatrice allemande. Auparavant, les conservateurs tentaient d'arrêter la révolution, maintenant nous devons en prendre la tête. Ce qui signifie qu'il ne faut pas, donc, selon Dugin, geler le temps ou encore revenir au passé, mais je cite, arracher à la structure de ce monde les racines du mal et annihiler le temps en tant que propriété destructrice de la réalité, réalisant le dessein secret de la divinité elle-même. Donc en fait, plus loin, il précise un petit peu plus. Ouais, c'est assez, comment dire, Dugin, c'est un style assez hermétique. Faut vraiment prendre le temps de lire pour comprendre où il veut en venir. Mais en général, il précise souvent, après ce genre de phrase, quelque chose de plus évident. Et donc justement, je cite, le conservateur défend non pas le passé, mais le présent, l'inchangé, ce qui par nature reste toujours identique à soi-même. Donc là, évidemment, ça renvoie à ce que dit Dominique Vénère. La tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas. C'est ce que disait aussi Malheur. Transmettre la tradition, c'est entretenir le feu et pas vénérer les cendres. En gros, pour Dugin, ce qui est nécessaire, c'est défendre ce qui est valable dans le passé, dans le présent, et ce qui devra être valable dans le futur, sans pour autant tomber dans le passéisme. Et donc, il en découle un rejet de la vision moderne et libérale du temps, qui est une vision diachronique, c'est-à-dire le découpage en différents compartiments du temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, sans qu'il y ait forcément de lien autre qu'événementiel entre ces trois phases, et propose une vision synchronique, c'est-à-dire la défense constante des fondamentales des sociétés humaines. En fait, le passé ne vaut que parce qu'il contient de permanent et de durable, ce qui vaut aussi pour le présent et le futur. Et donc, par le rejet de la vision diachronique du libéralisme, c'est vraiment libéral comme vision des choses, parce que rejeter cette vision diachronique, c'est rejeter la notion de progrès, c'est-à-dire l'extension fatale et infinie des libertés humaines. C'est rejeter l'idée de sens de l'histoire. Vous savez, on ressort souvent ça à un traditionnaliste ou à un simple réactionnaire. On lui ressort « vous n'allez pas dans le sens de l'histoire ». En fait, cette notion de sens de l'histoire est complètement absurde. C'est vous savez, le parcours hegelien de l'homme, entité abstraite, d'un état primitif à un état développé par la raison.
Et en fait, ça n'a pas de sens, puisque le passé et la condition du présent et la condition du futur, il n'y a pas à compartimenter le temps de cette manière. Et encore, il rejette aussi l'idée de fin de l'histoire, c'est-à-dire l'avènement éternel de la démocratie libérale libertaire. Et en fait, c'est vraiment... Là aussi, il faut mieux comprendre que le libéralisme s'appuie sur le découpage du temps de cette manière, puisque quelqu'un qui, en fait, est prisonnier du présent ne se vit pas dans une continuité et donc ne fait pas attention au futur. Vous savez, c'est d'où l'hédonisme aussi que porte le libéralisme. On ne pense pas à demain, etc. Et en fait, il n'y a pas de réaction possible à ce qui se passe autour de nous. On est un petit peu dans l'état de certains animaux qui n'ont qu'une conscience spontanée. Et justement, sortir de cette vision diachronique du temps, c'est une première étape intellectuelle pour se libérer de la vision libérale. Et donc en fait, c'est ce qu'il résume dans une phrase encore énigmatique: le temps masque la voix de l'être, l'appel qui retentit dans l'éternité. Si on est prisonnier de cette vision du temps-là, on est prisonnier du temps lui-même, et donc on ne peut pas réaliser ce que notre nature, en fait, nous pousserait à faire. Donc le racisme est un traditionnalisme, et deuxièmement, le racisme est aussi impérial. Donc, je cite Dugin, « L'Empire est la société maximale, l'échelle maximale possible de l'État. L'Empire incarne la fusion entre le ciel et la terre, la combinaison des différences en une unité, différences qui s'intègrent dans une matrice stratégique commune. L'Empire est la plus haute forme de l'humanité, sa plus haute manifestation. Il n'est rien de plus humain que l'Empire. » Donc, l'idéologie eurasiste est impériale, alors, et c'est évidemment un aspect très russe de sa composition. Alors, il ne faut pas confondre non plus l'image qu'on a du mot empire, qui est très marquée par notre expérience de l'impérialisme américain et de l'impérialisme moderne en général. Alors, je ne nie pas qu'il n'y ait pas une dimension impérialiste dans ce que fait Poutine, c'est pas la question. Ça, c'est pas ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que quand Dugin parle d'empire, il ne pense pas à la centrifugeuse mixophile et consumériste et multiculturelle que nous connaissons aujourd'hui, mais à un modèle de société dans lequel les différentes échelles identitaires coexistent harmonieusement autour d'un principe vertical fédérateur. En Russie, par exemple, ce principe vertical fédérateur, qu'on pourrait aussi appeler tradition, c'est la symphonie des pouvoirs, c'est-à-dire l'entente harmonieuse des pouvoirs temporels et spirituels. Et c'est aussi ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire voilà, la coexistence de différentes échelles. Donc, ça peut être la région, la cité, la région, la nation, et évidemment l'empire par-dessus. Ce qui n'implique pas forcément un État impérial très, très présent. Dugin parle souvent d'empire sans empereur. L'empire peut être une construction aussi plutôt spontanée, qui n'est pas forcément, qui n'implique pas de brader de trop la souveraineté des autres entités plus petites. En fait, il faut bien faire la distinction entre l'empire territorial et l'empire politique. À Rome, par exemple, l'empire territorial a précédé l'empire politique, c'est-à-dire qu'il y avait sous la République romaine un empire romain donc territorial, mais le régime impérial est né après et a même survécu. Donc la notion d'impérium a survécu à l'empire territorial. Donc c'est vraiment cette notion politique qu'il faut avoir en tête quand on parle de la vision impériale de l'eurasisme. Et Dugin organise sa vision d'empire autour d'une trichotomie qui s'inspire de celle de saint Paul. Saint Paul distinguait dans l'homme l'esprit, l'âme et le corps. Dugin distingue dans l'empire l'espace, le peuple et la religion. Donc l'espace, c'est, je cite, le contenu corporel de l'empire. C'est un espace qui est sacré, charnel. Il en découle un rapport affectif et historique à la terre natale. Donc là, on retrouve un petit peu ce dont parlait Barès, la terre et les morts. Le peuple, quant à lui, est l'âme de l'empire. Il détermine son action. Et la religion, enfin, correspond à l'esprit qui sert à assurer le contact avec l'éternité. Donc on voit qu'il y a quand même une dimension spirituelle marquée, complètement à rebours du libéralisme, qui est évidemment matérialiste. Et donc, cette trichotomie impériale implique trois disciplines qui doivent guider la réflexion de l'eurasiste. Première discipline, la théologie, évidemment. Deuxième discipline, l'ethnosociologie. Alors même s'il ne s'agit pas de limiter sa réflexion au type ethnique, mais en fait d'étudier ce qui constitue l'être d'un peuple dans l'optique
d'une réflexion politique et géopolitique. En effet, comment se situer dans le monde si nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et donc là aussi, on a un point d'achoppement avec le libéralisme, c'est que les libéraux considèrent que c'est l'individu qui est sujet de l'histoire. Pour le rasiste, ce sont les peuples dans un espace donné, qui sont acteurs de l'histoire. Vient enfin, comme discipline à maîtriser, la géopolitique, qui est l'étude des rapports entre les peuples et leur espace, et entre les États entre eux. Et enfin, l'eurasisme est une philosophie. Donc je cite, « L'eurasisme est en premier lieu une philosophie. La philosophie est pratiquement tout. Celui qui accepte de façon active et consciente une certaine philosophie devient libre de toute manipulation extérieure, devient le porteur de cette philosophie. Il reçoit le signe intérieur d'une dignité philosophique particulière. Cet individu est visible de loin. Autour de lui apparaît une sorte de rayonnement invisible. » Donc vraiment, il y a une dimension très missionnaire, quelque part, quand il décrit cette philosophie eurasiste. Alors, j'ai sélectionné 3 principes dans cette philosophie eurasiste. Évidemment, c'est plus détaillé dans l'ouvrage de Dugin. Et le premier pilier de cette philosophie, c'est ce qu'il appelle le patriotisme érotique, principe selon lequel le peuple est un absolu. Alors pourquoi érotique? Alors ça vient évidemment de éros en grec, le principe d'amour en tant que pulsion créatrice et reproductrice. Donc le peuple, la réflexion de Dugin est la suivante. Le peuple est l'amour qui précède la conception et la naissance. Sans amour, pas d'homme, pas de peuple. La force de l'amour est intérieure et souterraine, et elle anime la succession des générations qui forment les peuples. Ainsi, je cite, « L'humanité est le produit de l'amour global des peuples pour eux-mêmes et envers les autres. » Donc pour Dugin, le peuple est, je cite, une réalité érotique ferme et concrète, et non une simple abstraction. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc dans notre monde libéral, on est en train de débattre, de savoir est-ce que les Français de souche existent. Voilà, évidemment, la réponse pour nos dirigeants est non. Nous n'existons pas. J'ai l'honneur de vous l'annoncer. Non, en fait, là on revient sur le contrat social rousseauiste, tout n'est que contrat, donc tout n'est que construction. Et en fait, Dugin dit exactement l'inverse, il rejoint un peu ce que dit Laurent Ozon, nous ne sommes pas le fruit de nos propres institutions, nous ne sommes pas le fruit de contrats sociaux, mais nous sommes le fruit d'une histoire, nous sommes le fruit d'une culture, nous sommes le fruit d'un rapport à l'espace, et en fait cette identité-là qui a énormément de volets qui sont très subjectifs et difficilement objectivables. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est parce qu'on a une difficulté à la saisir précisément qu'elle n'existe pas. Et donc, pour un eurasiste, les peuples sont des réalités concrètes. Donc, les peuples ne sont pas interchangeables. L'individu ne prime pas sur la collectivité, etc. En fait, donc les individus ne sont pas des atomes indifférenciés, mais ils se définissent par rapport à l'appartenance à un peuple et un enracinement. Ce sont, je cite, des transmetteurs sacrés de l'énergie d'un peuple vers le futur. Donc, le peuple donne tout à l'homme, sa vie, sa langue, sa culture, son apparence. Et je cite, « Nous ne sommes qu'un épisode dans ce corps du peuple qui nous précède sous la forme du corps collectif des ancêtres. » Donc là encore, on peut renvoyer à la phrase de Barès, « La terre et les morts ». Ça me rappelle aussi une phrase de Charles Maurras, qui dans un article écrit dans fin des années 30, je crois, qui expliquait la France, c'est 40 millions de vivants, mais c'est aussi 1 milliard de morts. Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'un épisode dans une histoire, et cette histoire s'appelle notre peuple, en fait. Bon, il y a aussi une réflexion autour de la langue, évidemment, qui est important. On sait qu'aujourd'hui, on parle souvent de lutter contre l'hégémonie de l'anglais. La langue aussi est issue du peuple, et selon Dugin, elle nous est prêtée, elle doit être rendue. Donc c'est-à-dire qu'il faut entretenir notre langage. Alors vous voyez, c'est un peu là-dessus qu'on revient sur les moyens de lutter contre le libéralisme qui est entré dans le corps, enfin dans la chair sociale. C'est par ces choses-là qui en fait sont du travail de très long terme et quotidien en fait. Donc en fait, pour résumer, je cite, en gros, alors effectivement dans le livre, Dugin parle des Russes, mais il précise également tout ce que nous évoquons au sujet des Russes peut être également appliqué à d'autres peuples. D'ailleurs, que les représentants d'autres peuples parlent, et nous les écouterons et opinerons en signe d'approbation. Le premier principe de l'eurasisme est donc de considérer un peuple comme un absolu. Je cite, « C'est pourquoi, quand on vous demande ce qu'est l'eurasisme, vous pouvez répondre avec assurance,
Il s'agit de l'amour absolu envers son propre peuple, de l'amour envers l'amour, de la compréhension du peuple en tant que valeur suprême. Alors dans ces conditions, un sujet qu'on n'a pas abordé quand on a parlé de l'aspect impérial de l'eurasisme, j'ai préféré l'aborder à ce moment-là, puisque la conception de l'État est tributaire de la manière dont on considère le peuple. Quid de l'État dans une optique eurasiste? Alors là, surprise pour le lecteur de Dugin, il trouve une phrase qui aurait très bien pu être écrite par Jacques Attali, je cite, « L'État est en fait quelque chose de dégoûtant ». Surprise, ça pourrait très bien être dans la bouche d'un libéral. En réalité, Dugin explique qu'effectivement l'État, évidemment un russe qui a connu, j'allais dire, la pesanteur de l'État soviétique, peut difficilement penser autrement. L'État est quelque chose qui peut être étouffant, qui peut être retourné contre un peuple. Mais il explique que l'État est malgré tout nécessaire dans ses fonctions régaliennes, tout simplement. Et en fait, il parle du concept d'État hérisson, c'est-à-dire piquant à l'extérieur, et d'où à l'intérieur, en fait... Bon, mais c'est l'image qu'il utilise. Hein, il a des images très, très parlantes. Alors je cite, « Extérieurement, l'État doit être agressif, dur si nécessaire, comme une carapace, mais intérieurement, il doit être particulièrement souple pour ne pas perturber, ne pas déranger les processus de vie spirituelle nationale, de vie érotique qui coulent en permanence, invisibles dans notre peuple. » Voilà comment nous comprenons l'État. Donc en fait, c'est une manière de rejeter en bloc tant l'État fantôme libéral, l'absence d'État anarchiste, et l'État socialo-communiste totalitaire, dans une conception qui est finalement assez proche de la vision des nationalistes intégraux, quoi. Un État qui sert à fédérer, qui sert à organiser, qui sert à protéger, mais qui laisse une place non négligeable à la vie interne des peuples pour que finalement ils puissent survivre à eux-mêmes. Deuxième principe intéressant, c'est la notion de terre-âme. On a vu l'importance de l'espace dans la conception eurasiste du monde, et là, on va approfondir. Un territoire pour Dugin n'est pas une abstraction, mais je cite, une couche importante du vivant. Il existe une dialectique subtile entre un espace et le ou les peuples qui y vivent. L'espace est donc une forme de vie et non pas, donc c'est là où, encore une fois, l'eurasisme est fondamentalement antilibéral, l'espace n'est pas un vaste marché, ce n'est pas non plus une simple réserve de ressources naturelles, mais une maison commune, pour reprendre l'expression de Laurent Ozon, encore une fois, un oikoumene, un foyer que nous partageons avec le reste des membres de notre peuple, mais aussi avec les autres peuples. Nous tirons de notre espace notre subsistance, nous tirons de notre espace aussi, dans un domaine plus prosaïque, notre indépendance énergétique, mais nous avons aussi un rapport avec l'espace qui est affectif. Nous avons un rapport à nos paysages, nous avons un rapport à notre terroir. Enfin, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte et qui est complètement occultée. Alors évidemment, parfois on fait du marketing dessus, mais pour le libéralisme, ça n'a aucune importance, si ce n'est secondaire. Et donc c'est en lien avec un article qu'il y avait dans le dernier numéro de l'Action française, paru il y a une semaine, sur justement l'échec de l'écologie de marché. On voit que le libéralisme tente même de se réapproprier la notion d'écologie et de mettre un prix sur les espèces en voie de disparition, sur les paysages en voie de dégradation. Enfin, et finalement, là aussi, il y avait une critique de ça, j'avais trouvé ça intéressant. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Il est disponible sur le site de l'Action française. Donc voilà, idem. Donc l'espace est une réalité concrète et absolue et il faut en tenir compte. Troisième et dernier principe, avant de conclure, il y a un rejet du relatif en faveur de l'absolu. Le libéralisme s'accompagne d'une vision du monde où tout est relatif, d'une certaine manière. Il y a une espèce de relativisme absolu, paradoxe, mais qui est prôné malgré tout. Et en fait, Dugin encourage les eurasistes à retrouver ce qu'il appelle les droits de l'éternité, les droits de l'absolu. En fait, tout ne se négocie pas, tout n'est pas relatif. Les sociétés ont besoin de valeurs auxquelles sont raccrochées et ces valeurs doivent être intouchables. De manière à échapper, je cite, à la machine noire de la relativité, la machine noire du temps. Donc nous allons conclure, après évidemment une présentation qui n'a malheureusement pas pu être exhaustive. L'eurasisme constitue donc une réponse originale à la question libérale. Certes, sa critique du libéralisme rejoint sur bien des points de nombreuses autres théories politiques, cependant, elle présente l'avantage de pousser plus loin la réflexion sur la nature contemporaine du libéralisme. L'eurasisme
enregistre en effet les dernières mutations d'une idéologie qui se trouve de par sa nature en perpétuel mouvement. Si les fondements philosophiques libéraux demeurent, il est à noter que le libéralisme d'aujourd'hui n'est plus celui d'un Turgot ou d'un Adam Smith, mais plutôt celui d'un Jacques Attali. De là l'intérêt de prendre acte du tournant pris par le libéralisme, qui n'est plus seulement une doctrine, mais un ensemble de pratiques, de modes de pensée et d'attitudes. La question n'est pas seulement celle du mode de production, mais de la civilisation, de l'anthropologie, à opposer à l'anthropologie libérale, à l'anthropologie moderne. Et d'ailleurs, Dugin, dans une conférence disponible sur YouTube, qui s'intitule « Christianisme et politique », se réclame de l'anthropologie chrétienne. Et donc je renvoie à ce qu'on avait dit dans un cercle précédent sur justement la dignité humaine et l'anthropologie chrétienne. De même, les fondements anthropologiques eurasistes, tels que théorisés par Alexandre Dugin, sont philosophiquement en rupture radicale avec le libéralisme, nous l'avons vu. À l'individu abstrait et déraciné des libéraux, l'eurasisme oppose l'homme enraciné dans un peuple particulier, dans un espace déterminant et déterminé, attaché organiquement à ses semblables et à sa terre. À l'état minimum libéral ou à l'état totalitaire, socialiste et fasciste, l'eurasisme oppose un état que nous appellerions en France régalien, assurant les fonctions nécessaires au bon développement interne du peuple dont il est l'émanation sans l'étouffer. Il rejette enfin le relativisme obligatoire des sociétés ouvertes et la fuite en avant progressiste pour affirmer la nécessité de l'absolu dans la vie des peuples et d'affirmer la défense de ce qui ne passe pas, donc de la tradition. En tant que théorie politique en construction, il est évident cependant que de nombreuses questions d'ordre pratique restent sans réponse. Si Alexandre Dugin affirme que l'eurasisme, en tant qu'idéologie de l'amour de son peuple, est attentif à la justice sociale, donc je renvoie à son entretien avec Léon Aligné, les questions d'ordre économique et social sont peu abordées dans la quatrième théorie politique. Se pose de même la question de l'adaptation de l'eurasisme hors de la sphère d'influence russe. En Europe de l'Ouest, l'eurasisme a trouvé un écho dans certains milieux qui sont malheureusement encore restreints, mais c'est toujours ça, donc les traditionalistes, la nouvelle droite, les nationalistes, chacun trouvant dans cette théorie de quoi appuyer, enrichir et renouveler ses propres méthodes et grilles de lecture. Sa diffusion et son intégration par les milieux politiques et militants européens et français rencontrent néanmoins plusieurs obstacles. L'eurasisme est encore vu, et c'est vrai, comme quelque chose d'exclusivement russe, et c'est vrai qu'il y a c'est fortement marqué par la culture russe. L'eurasisme possède également une dimension métahistorique et métapolitique, ainsi que spirituelle, qui est difficile à pénétrer. Et de même, l'anti-occidentalisme d'Alexandre Dugin est souvent pris pour une opposition à l'Europe, et évidemment suscite des réticences dans les milieux plutôt identitaires européens. Nous pensons malgré tout qu'il propose une méthode de travail, des orientations ou réorientations essentielles au combat contre le mondialisme et le libéralisme. Et donc je vous renvoie à différents sites, donc notamment le blog L'Heure Asie, donc Heure comme l'heure de la montre, Asie comme le continent, tenu par Laurent Brunet, qui est un militant eurasiste, membre de la dissidence française, donc qui vraiment éclaire énormément de points sur la question de l'eurasisme. Je vous renvoie aussi à quelques articles écrits sur le cercle non conforme, qui sont très bien et qui, d'une certaine manière, opposent une vision européenne à l'eurasisme russe pratiqué en Russie. Et je vous remercie. Il y a effectivement une dimension de synthèse dans l'eurasisme. Alors ça, j'avais dans le fichier que je vous ai envoyé avec citation, Alain de Benoît se livre à cet exercice-là, à voir comment la quatrième théorie politique pourrait être une synthèse de ce qu'il y a de ce qu'il y a de bon dans chaque théorie politique. On peut le voir comme ça, mais alors c'est vrai que moi je vous encourage à vraiment lire Alexandre Dugin et les eurasistes en général,
il y a une dimension très particulière. Mais effectivement, il y a un côté synthétique. D'ailleurs, Alexandre Douguine et les eurasistes en général, dans l'histoire russe, ne rejettent pas en bloc le communisme, qu'ils considèrent comme, d'une part, quelque chose de positif dans une dimension sociale. Bon, on connaît tous les crimes du communisme, c'est une évidence. D'un autre côté, l'ultralibéralisme qui a eu ensuite a aggravé la situation et beaucoup de... Aujourd'hui, c'est un article qui a été publié sur Realpolitik TV. La première opposition démocratique à Poutine, c'est l'opposition communiste. En Russie, il y a une vraie nostalgie. Donc voilà, il y a ça qui rentre en jeu. Et donc, il a participé au Parti national bolchevique, qui est une synthèse, là aussi, de ce qu'il y avait de social dans le bolchevisme, et d'un autre côté, ce qu'il y avait de traditionnel et de national dans le nationalisme en général. Après, pour ta deuxième question, effectivement, on en avait déjà parlé, je me souviens. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'ambigu, effectivement. Quand Douguine parle de l'État, dans la partie où j'ai extrait les citations, il parle de l'État russe. Cela dit, effectivement, la conception de l'espace qu'est l'eurasiste fait que pour lui, les espaces sont vivants, et donc que ça dépend aussi des peuples qu'il y a dessus. Ça explique sa position sur l'Ukraine. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas. Et c'est justement ce que critique le cercle non conforme dans un de ses articles. Alors, je vais essayer de retrouver le titre, je l'ai là, j'en ai pour 2 minutes. Ah zut. Ah bah oui, c'est là. C'est dans La crise ukrainienne et la troisième voie géopolitique sur le cercle non conforme. Ouais, voilà. Voilà. Allez lire cet article, c'est une très bonne critique, très pertinente. Et effectivement, pour lui, les petites entités politiques, donc les nations d'Europe centrale, sont, du fait de leur faiblesse et de leur faible poids, gagneraient plus à être intégrés dans un ensemble plus grand que d'avoir leur souveraineté. Et après, évidemment, ça, si on veut, d'où l'intérêt de développer aussi un eurasisme européen. En tout cas, de s'approprier une partie des idées eurasistes pour opposer quelque chose d'européen. Et parce qu'évidemment, je pense qu'ici, l'orientation géopolitique vers la Russie, elle remportera, disons, une certaine adhésion dans nos milieux, mais il ne faut pas que ça devienne une soumission à l'Empire russe. Et donc, il faut proposer notre lecture de cette vision-là des choses, et ce qui nous permettrait effectivement de défendre la souveraineté, ou en tout cas une partie de la souveraineté de ces pays-là. Mais effectivement, Douguine, quand il parle de l'État, il parle de l'État russe en Russie. Donc après, je ne peux pas te donner plus de détails. Est-ce que je me demandais justement dans le peuple en général, dans l'opinion publique moyenne, quel est, à ton avis, le niveau de connaissance justement sur le racisme? Parce que finalement, les seules personnes qui en parlent, en général, d'un fois que j'ai entendu parler dans un truc mainstream, c'était BHL. Finalement, qui écoutait. Ouais. Tu parles en Russie ou en Europe? En Europe, oui. Est-ce que tu sais justement comment le sujet est connu? Qu'est-ce que les gens savent de leur racisme en fait? Ou est-ce que ça reste encore quelque chose qui est en train de se développer justement plutôt dans le milieu d'ailleurs? Ouais. C'est quelque chose qui se développe plutôt dans nos milieux. Oui. Alors les gens, globalement, pour la majorité, ne connaissent pas du tout le racisme. Je pense la chose la plus eurasiste qu'ils doivent connaître, c'est la politique de Vladimir Poutine en termes de politique étrangère. Après, ils ne connaissent sans savoir que c'est du racisme. Sans savoir que c'est du racisme. Et d'ailleurs, je me souviens d'un reportage sur Vladimir Poutine, et ils avaient interrogé Alexandre Douguine. Donc évidemment, sur le petit bandeau en bas, il n'y avait pas marqué philosophe eurasiste, il y avait marqué ultranationaliste russe. Oui. Donc en fait, ils auraient pu mettre néo-fasciste. Voilà, exactement. Voilà, grand méchant loup des steppes. Ça serait revenu au même. Mais c'est le message d'ailleurs. Hein. C'est le message. Ce type est un enfoiré. N'écoutez pas ce qu'il dit. Et finalement, en fait, des gens ont vu ce reportage qui était quand même sur France 2. Il a dû être regardé. Et ont vu Douguine, donc ils ont vu un barbu, voilà, avec marqué ultranationaliste en dessous. Ils ont fermé les écoutilles, ils ont attendu que ça passe. Après, dans le monde, ils ont fait le Rasputin de Poutine. Oui. Il y a un documentaire aussi qui s'appelle le gourou du Kremlin,
donc évidemment très orienté. Où Poutine, d'ailleurs, c'est une ambiguïté, parle d'envahir l'Occident. Donc là encore, ça entraîne de réactions. Bon, déjà, ne pas être dupe de ce qu'est la Russie, c'est-à-dire un empire. Donc il y a toujours cette velléité-là qui existe, qu'on le veuille ou non, qu'il faut en tenir compte, sans la surévaluer non plus. Et envahir l'Occident, de quelle manière et en fait, on se rend compte que c'est par le soft power, avant tout. Même si, bon... parce que Dugin, d'un autre côté, explique aussi à ceux qui ont peur d'un mondialisme russe, quelque part, il leur explique de toute manière, actuellement, la Russie n'a pas les moyens militaires de tenir tout le Rhineland, c'est-à-dire en gros l'Europe de l'Ouest, la façade atlantique. Ils n'en ont pas les moyens. Et donc il expliquait à la personne qui l'interviewait lors de son interview avec Lénine Aligné, c'est simple, soit vous faites le choix de rester dans la domination effective et qui existe des États-Unis, ça existe, vous savez ce que vous avez, voilà. Soit vous décidez de rejoindre un autre camp qui est le camp des Russes, qui pourrait éventuellement, dans un passé plus ou moins proche, devenir menaçant, mais qui ne l'est pas. Un futur, tu veux dire. J'ai dit quoi, un passé ? Oui. Pardon, un futur. C'est intéressant. Sa chronique du temps. C'est ça, c'est la sa chronique du temps. Voilà. Mais non, les gens ne connaissent très peu. Et en fait, les milieux dans lesquels l'eurasisme s'est répandu, c'est les milieux nationalistes, traditionnalistes, un peu ésotériques aussi, évidemment. Il y a une dimension spirituelle ésotérique, qui est assez incarnée d'ailleurs par Laurent James, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà. Avec la question ukrainienne aussi, elle a été... Oui, mais ça c'est surtout dans nos milieux. Ouais, mais ça commence, Méridien Zéro a fait une émission avec Dugin, le Cercle de Conforme en parle, sinon il y a l'Eurasie, le blog l'Eurasie, donc je vous encourage à très peu popularisé, mais bon, en même temps c'est assez récent. Mais oui, sinon globalement les gens ne sont pas au courant. Il faut dire aussi que c'est quelque chose de très... c'est hermétique, quoi. C'est difficile à expliquer aux gens, surtout de prime abord. Quoi. On peut citer la phrase de Dugin, c'est l'amour de son peuple, etc. C'est un peu fourre-tout. Oui. Moi j'avais une question, est-ce que Dugin parle pas de la place en fait, parce que si tu dis qu'il y a une forte implication de ce qu'on appelle les traditions dans l'eurasisme, et est-ce qu'en fait il parle de la place que doit tenir la tradition sacrée, dans le cas de la Russie, les orthodoxes et les patriarches, est-ce qu'il parle précisément de la place qu'ils doivent tenir au sein de l'organisation eurasiste en fait? Toutes les religions qui ont un fond traditionnel ancien sont valables d'une certaine manière, en tout cas ne sont pas considérées comme nocives, etc. Alors c'est un truc aussi qui pêche un peu avec certains milieux de chez nous, c'est qu'effectivement Dugin n'est pas forcément hostile à l'islam et intègre l'islam dans ses visions eurasiennes. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que l'Eurasie, ça part de Lisbonne, voire de Dublin, c'est vraiment de la péninsule jusqu'au Japon. Japon inclus. Donc c'est... Oui, Japon inclus. Si vraiment ça se passe bien. Et évidemment, dans cette sphère-là, qui est une sphère gigantesque, évidemment, on ne pourra pas répandre le christianisme orthodoxe ou catholique à tous ces peuples-là. Il part du principe que, dans une vision impériale, justement, on peut tolérer, tant que ces religions restent dans leur sphère historique, une cohabitation est possible. Et je veux dire, ça c'était le cas, par exemple, du temps de l'Empire colonial français. La France était une puissance musulmane, d'une certaine manière, puisqu'il y avait énormément de musulmans, sauf qu'ils étaient sur leur territoire à eux. Et ça ne posait pas de problème majeur. C'est depuis qu'on est les uns sur les autres sans nous demander notre avis que ça pose des problèmes. Et c'est justement aussi pour ça que c'est pas forcément un mondialisme alternatif, l'eurasisme, parce que finalement, c'est Jean-Pierre Vilesco qui dit « tu es des nôtres car tu es des tiens ». En fait, chacun dans sa sphère, et les sphères civilisationnelles qui coopèrent entre elles pour former un bloc en partageant un fond commun anthropologique, ce n'est pas une centrifugeuse, comme j'ai dit, mixophile, où tout le monde vit les uns sur les autres. Et pour revenir à ta question, il disait donc, dans sa conférence, l'Église, la religion et la foi doivent nécessairement posséder une dimension publique. Donc voilà, c'est vraiment c'est la symphonie du pouvoir. La religion retrouve une position qu'elle avait avant, en Russie, la révolution de 1917, et en France, avant la révolution de 89.
Action! Français! Action! Français! Action! Français! Et pour que vive la France!